Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce vendredi, la lutte Evala 2016, l'épilogue dans plusieurs cantons ce vendredi. Nous serons notamment à Koumeya, à Landa, à Lama, à Djamdé, puis à Agbandi-Yaka. Le chef de l'État s'est fait représenter à ces finales. Le choc, l'émotion après une nuit d'horreur à Nice. Un homme au volant d'un camion s'est lancé dans la foule le soir du 14 juillet, fauchant la vie les unes après les autres. On compte au moins 4 éventués. La France entière est sous le choc. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Et voici le journal. Bonsoir à tous. L'actualité ce soir largement consacrée donc à la lutte et valeurs en pays kabien. L'acte final dans plusieurs cantons. À Koumeya tout d'abord, la coalition Kiou affrontait ce vendredi celle de Piou. Le chef de l'État à cette finale a été représenté par le président de la HAC, Pitanchala. Le récit de Nestor Mouzou. À chaque canton, son tour. Après Tichao, Yade, Bou, Pia, Sarakawa et Yaka, c'est le canton de Koumeya qui a lutté pour le compte de la finale édition 2016 des Evala. À cette finale de Koumeya, le président de la République a été représenté par le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, Pitanchala. Certes, Evala est une épreuve de contact et de force. Mais au début des empoignades, les officiants prennent soin de demander aux lutteurs de faire preuve de fair play. À Koumeya, les coalitions qui s'affrontent en finale sont celles de Kewe en blanc et Piou en bleu ou rouge. Kewe se compose des villages de Kore, Sonde, Lou, Mandela et Sedna. Lauda, Feoda, Pio, Kouré, Patayo, Tsoira et Namdena forment la coalition de Piou. Très vite, les lutteurs de la coalition de Kewe affichent leur détermination. Ils prennent une sérieuse avance sur leur adversaire de Piou. Les Blancs ont maintenu leur avance et à la fin remportent la victoire. Kewe bat donc Piou par 17 points contre 9. Et dans le canton de Lambda, les empoignades ont tourné à l'avantage des lutteurs de Kadja Oulung Pagalo. Ils étaient aux prises avec les jeunes de la coalition Kassi Dewa Lambda. Victoire acquise devant le ministre Guy Madje Lorenzo. En représentant là aussi le chef de l'État, le compte rendu Erlo Tilio.
Les luttes traditionnelles et valades dans le canton de Landa ont connu leur apothéose ce vendredi sur le terrain du centre artisanal. Les lutteurs de la coalition Kassidewa Landa en rouge affrontaient ceux de la coalition Kadiawulung Pagalo en blanc sous le regard du ministre Guy Lorenzo, ministre en charge de la communication, de la culture, des sports et de la formation civique, représentant le chef de l'État. Après de rudes empoignades, les lutteurs se sont séparés sur un score serré de 13 victoires chez les Blancs de Kadiawulung Pagalo contre 12 pour les Rouges de Kassidewa Landa. Ces affrontements dans les arènes constituent pour le jeune initié les moments les plus importants de montrer au public qu'il mérite la cérémonie. Cette épreuve de préparation physique lui donne aussi l'occasion de connaître sa promotion, ce qui lui confère un statut social avec des droits et des obligations. Avant de prendre congé des lutteurs de Landa, le ministre Guy Lorenzo a visité une exposition d'ennemis traditionnels qui illustre l'art culinaire du pays kabyle. Autre finale, le duel des Lamas, Lamaro face à Lamaba. La compétition a conduit la même ferveur qu'ailleurs. Témoin des adversités, le président Pitang Tchala de la HAC, représentant là aussi le chef de l'État Félix Simdacha. Sur cette pittoresque chaîne de montagnes et dans la vallée s'étend le canton de Lama et ses habitants. Une communauté de Kadiens qui, comme les autres, est en période d'initiation des jeunes pour les préparer à intégrer le monde des adultes, notamment par le rite Tozo ou la pratique de la lutte pour préparer le jeune initié à la bravoure. Après les étapes préliminaires, en cet avant-dernier jour de lutte traditionnelle en pays kadien, c'est l'apothéose dans le canton avec la grande finale. Pour la circonstance, les jeunes de Lamaho et leurs frères de Lamaba avaient à se mesurer. Une pratique coutumière qui permet non pas de se livrer une bataille, mais juste de se rivaliser par un exercice physique qui fait d'eux des hommes mûrs et responsables comme le veut la tradition kadienne. Chaque canton dans la Kosa ayant sa particularité dans la pratique de la lutte, Lama a la sienne. Chez nous à Lama ici, nous avons 3 catégories de Vala. La première année, la deuxième année et puis la troisième année. Troisième année là, il y a le premier et le deuxième qui doivent sortir. Et les autres aussi ressortent premier, deuxième et bas aussi premier, deuxième. Les deux sortent. Bon, après maintenant, c'est 4 qui vont sortir. Et par catégorie. Première année, c'est comme ça. Deuxième année aussi comme ça. Troisième année, c'est comme ça aussi. Nous ne voulons pas que si tu es de la première année, tu vas attaquer celui de troisième année. Dans d'autres cantons, on exige que si tu es fort, tu dois attaquer celui du troisième année. Non, chez nous, non. Parce qu'on considère que tu es en train de vieillir. Cette organisation particulière, parce qu'elle est née de nos ancêtres. Pour mettre la différence entre les tranches d'âge. Et dans le temps, dans notre canton, Lama, on considérait un seul, le vainqueur de la troisième année. Quand le premier gagne, donc c'est tout son camp qui a gagné. Sur l'ère de la confrontation, donc, Lamaho en blanc était face à Lamaba en rouge. Et même si la tradition dans le temps veut que le camp du premier gagnant soit déclaré vainqueur, les temps ayant évolué, ce sont les victoires successives qui sont à comptabiliser. Pour ce faire, chaque lutteur en ce qui le concerne devait se défendre pour donner cette victoire tant espérée par les supporters. L'endurance était donc de mise sans oublier la force physique et même la ruse pour venir à bout de l'adversaire. Les luttes dans la Kosa sont un spectacle qui va au-delà de la simple tradition et qui mobilise de nombreux curieux. J'ai visité Kara aujourd'hui.
La fête, c'est très bon. Je suis très contente. J'ai parlé avec les Anglais. Tell them all to come to Kada for the festival. Les empoignades étaient rudes, nécessitant le dépassement de soi par les lutteurs. Mais au décompte final, c'est l'Amaba, composé des villages de Kolide, Feng, Koda, Poulou et Poudé, qui tire son épingle du jeu sur le score étriqué de 12 contre 11 pour les adversaires de Ho, composés des villages de Nyangbade, Saoudé et Lamabo. Dernier acte final de ce vendredi de l'Utevala, la finale dans le canton de Djamdé. Le président Fornia Singbe s'est fait représenter par le professeur Tchagbele, ministre des enseignements primaires et secondaires. Nous retrouvons Nestor Mozo pour le commentaire. Le ministre des enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle, Kwame Palamoué Tchakwele, a représenté le chef de l'État à cette finale de Djamdé. Djamdé Ho contre Djamdé Ba, c'est l'affiche de la finale. Djamdé Ba en blanc, Djamdé Ho en rouge. La société kabyère est structurée en classes d'âge. Les luttes constituent une étape dans la vie des jeunes dont l'âge est compris entre 18 et 21 ans. Après 3 ans, les initiés quittent la classe des adolescents pour rejoindre celle des adultes. C'est une obligation morale pour le kabyère de se soumettre à cet exercice au risque d'être traité de déraciné. À la fin de ce spectacle de force et d'endurance, Djamdé Ho a été le meilleur. Les Rouges ont battu leur congénère de Djamdé Ba 21 à 12. Même situation au niveau des Ahosa. Les non-initiés de Djamdé Ho se sont imposés par un score de 12 contre 6 à Djamdé Ba. Hier déjà, nous vous l'annoncions, le canton de Agbandi-Yaka a vécu sa finale. Arnaud Kidou, notre reporter, était sur les lieux. Voici son compte rendu. C'est le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, Adi Otet Ayassor, représentant le chef de l'État, qui a présidé la finale dans le canton d'Agbandi-Yaka. Même si la lutte est commune partout, chaque canton garde sa spécificité très remarquable dans les arènes.
Ici, les lutteurs en vert sont ceux de la coalition Agbandi Yakaro et ceux en jaune appartiennent à la coalition Agbandi Yakaba. Pour cette finale, ce sont les Verts d'Agbandi Yakaro qui se sont montrés plus forts en concrétisant chez les Evala 36 victoires contre 27 à Agbandi Yakaba. Chez les Ahosa, la messe est également dite. Les jaunes perdent devant les verts sur un score de 9 contre 16. C'est donc la boucle pour les luttes traditionnelles édition 2016 dans le canton. Et voilà donc ce qu'on pouvait dire ce soir de ces finales de lutte Evala 2016 dans cette édition de ce vendredi. Également dans l'actualité, le dispositif de lutte contre le VIH/SIDA revu dans son plan stratégique. Le but, eh bien, c'est de capitaliser les acquis. Cette lutte prend aussi en compte la tuberculose dans l'atteinte des objectifs pour un développement durable. Les précisions de Eric Djaniko avec Chassim Nabaga. Le rapport de la mise en œuvre du plan stratégique national de lutte contre le sida au Togo, analysé ici par tous les acteurs. Il s'agit pour ces responsables des structures de coordination nationale sectorielle de la société civile, des bénéficiaires et des partenaires de s'accorder sur les progrès réalisés, les faiblesses identifiées et les recommandations formulées. L'exercice vise à capitaliser les acquis de ce plan stratégique en termes de bilan. Il y a une baisse de l'infection de plus de 50% dans le pays. En matière d'offre des services, il y a une amélioration assez sensible d'offre de services pour les populations spécifiques, notamment certaines populations qu'on n'arrive pas à atteindre de façon générale, notamment comme les professionnels de sexe, les usagers de drogue, les prisonniers et les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes. Et il y a aussi un effort important qui a été fait en matière de transmission de la mère, de VIH de la mère à l'enfant. Et on a un taux de couverture géographique des sites de transmission mère-enfant de 80%. Et à la fin 2015, 91% des femmes enceintes séropositives attendant de les pays ont reçu les ARV pour réduire la transmission à leurs enfants. Et les enfants, le taux de transmission chez les enfants est de 3% chez ces femmes qui ont reçu les médicaments. Alors que si on ne faisait rien, le taux de transmission est de 30%. L'impact majeur de ces résultats obtenus est la baisse drastique du taux de prévalence au Togo qui était évalué en 2015 à 2,4%. Pour les autorités togolaises, il est désormais question de réduire ce taux à néant d'ici à l'horizon 2030, suivant l'axe 3 des objectifs de développement durable. Les assises vont donc permettre d'identifier les faiblesses au niveau fonctionnel et financier afin d'accélérer la riposte au VIH/SIDA au Togo. Le défi qui se pose au CNLS actuellement, c'est vraiment le problème d'augmenter rapidement l'accès aux ARV aux personnes vivant avec le malade. Parce qu'on a un taux de couverture de 40%. On veut d'ici 2020 atteindre un taux de couverture de 80%, c'est-à-dire doubler le nombre de personnes qui sont sous ARV. On est à 43 000, on veut aller à 80 000. Donc si on arrive à doubler, on fera un effort parce que ça va réduire énormément la mortalité et ça va réduire d'autres problèmes connexes. Le second défi, c'est le problème de faiblesse en termes de consommation de ressources. Parfois, les partenaires de mise en œuvre ont du mal, pour des problèmes de procédure, à absorber les ressources mobilisées mises à leur disposition. Ce qui fait que à la fin d'année, parfois, on n'arrive pas à avoir des taux de consommation de ressources acceptables. On a des taux de ressources de moins de 80%, 70%, ce qui n'est pas une bonne chose. Et l'autre défi également, c'est vraiment comment mobiliser tout le monde, toujours sur la prévention. Parce que le but essentiel de la lutte contre le VIH/SIDA, c'est que les gens ne s'infectent pas. Des thématiques comme le bilan des activités de l'Observation nationale de lutte contre la stigmatisation et la discrimination, la prise en charge globale du VIH et la tuberculose, l'intervention chez les populations clés, les jeunes et les adolescents seront abordés au cours des travaux.
Les échanges vont permettre au Togo de se préparer ainsi à la mise en œuvre du plan stratégique national de lutte contre le sida et la tuberculose pour la période 2016-2020 et au prochain sommet de haut niveau sur le VIH à New York. Le Conseil santé du président de la République, le professeur Soigné, a souligné l'engagement du chef de l'État et de l'ensemble du gouvernement dans la lutte contre le sida au Togo. Engagement qui se traduit par l'augmentation régulière des ressources financières dans le budget de l'État destiné à la riposte nationale, notamment l'achat des ARV au profit des personnes vivant avec le VIH-Sida. Et on vient de l'entendre, ce plan stratégique, eh bien, c'est l'agenda 2016-2020. Les cibles sont bien identifiées, les populations dites clés, on en saura un peu plus tout à l'heure. 13,10%, c'est le taux de la séroprévalence chez ces personnes. C'est très élevé, trop élevé même. Alors que fait-on pour lutter contre la maladie et les risques dans ces milieux? C'est ce qu'on va voir dans ce dossier de la rédaction de Cessiné, Tchassim Nabaga. Le Togo déploie depuis 15 ans des efforts dans la lutte contre le VIH-Sida. Si ces efforts ont permis d'enregistrer des résultats notables au sein de la population en général, ils n'ont pas cependant porté des fruits chez une catégorie particulière de personnes appelées populations clés. Il s'agit de professionnels du sexe, des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, des prisonniers et des usagers de drogue. Les populations clés connaissent des taux de séroprévalence élevés de l'ordre de 11,7% en 2015 chez les professionnels du sexe et de 13% pour les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, contre 2,4% au sein de la population en général. Voilà pourquoi elles sont identifiées comme des personnes à risque d'infection au VIH. Les populations clés, c'est les populations, c'est un terme générique qui regroupe les populations qu'on a du mal à avoir accès, notamment les professionnels de sexe, notamment ce qu'on appelle vraiment les prostituées. Vous voyez, dans la population générale, on est à 2,4, mais chez ce groupe de population-là, on est à 11% de prévalence. Or, les clients de ces prostituées, de ces sectes, c'est nous tous, c'est les populations mobiles. Vous voyez, le long de corridor beyond les gosses, c'est les transporteurs routiers, c'est les coxeurs. Donc, il faut agir pour éviter que ces populations qui ont une prévalence très élevée ne contaminent, ne disséminent le virus dans la population générale. Autre population clé, c'est les prisonniers. En général, dans les prisons, on oublie que les gens sont infectés, sont malades. Comment arriver à offrir les services à ces prisonniers qui sont enfermés, qui vont sortir, ils ne sont pas là éternellement, ils vont sortir. D'autres choses, c'est l'usage de drogue, d'autres personnes aussi qui ont des prévalences très élevées. C'est les hommes qu'on appelle les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, qui ont aussi des prévalences très élevées, qui hésitent. Donc on essaie d'offrir les services. Évidemment, à chaque fois, on dit, on ne fait pas la promotion de l'homosexualité, mais c'est de garantir l'offre de services à tous les Togolais sur le territoire national. C'est pour ces raisons que les populations clés constituent des cibles prioritaires dans la lutte contre le VIH-Sida au Togo. Des actions spécifiques sont menées à leur endroit à cet effet. Actuellement, il y a un programme spécifique, notamment un programme qui a été élaboré spécifique avec l'appui de USAID pour les atteindre à travers la péréducation. C'est toujours la même chose de la péréducation. Par exemple, pour les prostituées, c'est dans ce groupe qu'on fait vraiment la promotion de préservatifs féminins. Pendant longtemps, c'était des préservatifs masculins. Maintenant, on veut donner à ces populations les préservatifs féminins pour qu'elles puissent se défendre. On les offre gratuitement des médicaments contre les infections opportunistes. Dans les prisons aussi, tous les soins sont pratiquement gratuits. On offre un paquet de services dans les prisons, contrairement à la population générale qui paie un certain nombre de services. Dans les prisons, c'est gratuit. Et chez les hommes qui ont des rapports sexuels aussi, en passant par leur père, PAIR, on va les atteindre en offrant les services, les préservatifs, les lubrifiants, pour qu'ils ne soient pas infectés, parce qu'en général, c'est les jeunes étudiants, notamment les villes comme Lomé-Kara, où il y a beaucoup de jeunes. Donc, il faut vraiment les protéger contre l'infection VIH et pour éviter qu'ils soient contaminés. Et surtout que chez nous, la plupart ont des relations bisexuelles. Ils ne sont pas seulement des relations homosexuelles, mais des relations bisexuelles. Ils ont des copines, et donc ça, il faut protéger la population. D'autres actions comme des études sur la cartographie des sites des différentes populations clés, les besoins en matière de santé sexuelle et de reproduction sont actuellement menés. Au Togo, on dénombre 7 649 hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, 10 284 professionnels du sexe et 2 289 usagers de drogue. À l'étranger, c'était déjà un 14 juillet qui avait déjà cette année une saveur particulière, tenté de réparer les blessures profondes infligées, et ce depuis plusieurs mois. Et puis, la folie meurtrière est apparue, fauchant, insouciante, un soir de fête, volant des vies les unes après les autres. Un homme au volant d'un camion a donc tué au moins 80 personnes. C'était donc hier sur la promenade des Anglais. Le film
de cette nuit d'horreur. La promenade des Anglais est devenue une scène de crime. Un crime de masse dont voici l'arme. Ce camion de 19 tonnes est enlevé en fin d'après-midi. Il a fauché 84 vies. Une nuit d'horreur dans la baie des Anges. Il est un peu moins de 23 heures hier soir. Des milliers de personnes s'enfuient, paniquées. Le feu d'artifice du 14 juillet vient de se terminer. Dans les rues, sur la plage, un seul mot d'ordre. Quelques minutes plus tôt, depuis un balcon, un témoin filme. Le poids lourd avance lentement. À moto, un homme tente de stopper sa course, mais il tombe au sol. Puis 2 policiers tirent sur le chauffeur, en vain. Le camion accélère dans la foule. Il zigzaguait, donc il a voulu percuter. Il percutait, ça c'est sûr. C'était pas une perte de contrôle, il voulait choper le maximum de personnes. On l'a pas entendu arriver, il arrivait à contresens. Le camion est arrivé dans le dos des gens. Moi qui allais traverser, puisqu'il m'est passé à 50 cm, je ne l'ai pas entendu, j'ai simplement senti quelque chose et j'ai vu le camion passer, je me suis retournée, j'ai vu des gens de chaque côté et il continue à foncer. Comme un camion, il est fauché comme du blé, quoi. Sur une distance de près de 2 km, en remontant l'avenue, le poids lourd renverse des dizaines de personnes sur son passage. C'était impressionnant, il roulait minimum 70, il allait à fond. Il y avait des scooters qui essayaient de l'arrêter, il les écrasait aussi. Des gens qui couraient derrière le camion pour l'arrêter, il écrasait des gens, il s'en foutait, il passait sur le trottoir. Après, il passait sur la route, il essayait d'écraser un maximum de personnes. On a juste traversé, puis j'ai entendu un boom, je me suis retournée, j'ai commencé à voir les corps voltiger, j'ai vu le camion foncer et chavirer dans tous les sens, et on a retraversé pour voir ce qui se passait, puis là, 1 corps, 2 corps, 3 corps. Après, j'ai arrêté de compter parce que c'était horrible. Le chaos. En tout, l'attaque a duré 1 minute, une éternité, jusqu'à cette intervention de la police. Le chauffeur, seul à bord, est mortellement touché. Sa course folle est terminée. Au même moment, les secours arrivent rapidement. Plusieurs dispositifs d'urgence, plan blanc, plan hors sec, sont déclenchés. On en évacue 2 avec ton vecteur. Mais on compte déjà de nombreuses victimes, au moins 84 personnes décédées et des centaines de blessés. On a essayé d'aider, on a fait le plus possible, on a tout ratissé. On a essayé de prodiguer les premiers soins, comme je vous ai dit, mais la plupart du temps, il n'y avait pas grand-chose à faire. Et voilà, ça a été, enfin bref, un carnage. Et pendant que les secours s'activent, la situation est confuse pour beaucoup. Pendant plusieurs heures, la population a reçu l'ordre de rester cloîtrée. Certains ressortent terrifiés. Nous sommes partis dans les caves pendant des heures. Il y a un policier qui nous a dit à un moment qu'on pouvait sortir. On est sortis et là, un autre policier nous a jetés dans le Negresco. Là, on vient de qu'on a le droit de rentrer chez nous. En 18 mois, la France vient de connaître son 3e attentat de masse dans l'une des villes réputées les plus sécurisées de France, le jour de la fête nationale. Dans le reste de l'actualité, la fin des travaux de la rencontre du Ashroom sur donc sur la réforme politique et institutionnelle qui ont constitué donc la toile de fond de ces assises qui ont duré 1 semaine. Notre équipe de reportage est toujours en cabine de montage. J'y suis arrivé. Nous reviendrons sur l'élément bien évidemment dans de prochaines éditions. Et notez surtout que cette rencontre est au cœur de la nation. Ce soir, émission animée par Anita Tigapou et ses invités. Vous pourriez y participer sur le thème la réforme au Togo, enjeux défis dans une nouvelle dynamique. Vous pourriez donc y participer au téléphone dans l'émission au cœur de la nation à partir de 21h. Enfin, de la photographie pour un instant de vie. 3 jeunes Togolais nous racontent des moments de bonheur, des instants de tristesse, la vie comme elle va. Ici, en exposition, vous allez le voir à Goethe Institute. Le récit, Serge Saston, Medina Salami. Instant de vie. Une exposition de photos à l'Institut Goethe de Lomé. 15 œuvres photographiques de 3 jeunes talents togolais. Des fruits de leur génie de création qui traduisent les réalités de la vie quotidienne. Et cette exposition
que nous ouvrons aujourd'hui permet au public de découvrir les talents de ces jeunes photographes qui ne sont pas des photographes de studio, mais surtout des photographes artistiques. Force, courage et sensibilité sont exprimés ici à travers ces œuvres qui révèlent au-delà de la beauté artistique les motivations des jeunes artistes. Cette image que vous voyez derrière moi, c'est une photo intitulée « L'enfant solitaire ». Donc c'est le petit solitaire qui se balade tout seul et qui fait pratiquement tout seul. Cette photo illustre les enfants de nos jours. Lorsqu'on se balade, on voit toujours des enfants qui sont tout seuls, dans des postures de grands. Cette photo m'a captivée parce qu'elle montrait quelque chose que je voulais montrer au monde entier. La photo est l'immortalisation de toute une vie et une histoire. Je suis impressionné par la qualité de ces artistes jeunes togolais qui utilisent la photographie comme moyen d'expression. Je pense que la photographie donne une vision de la réalité qui parfois nous échappe aux yeux. Les photographies sont très belles, sont très accessibles aussi pour ceux qui aiment l'art. Une photographie, regardez l'expression de cet enfant qui est dans la photographie. Et c'est une expression vraiment qui a une profondeur formidable, malgré que le visage de l'enfant représente seulement 15 ou 20% de la photographie totale. Instant de vie est rendu possible grâce au soutien de la galerie numérique Néo en partenariat avec l'Institut Goethe pour la promotion de l'art et la culture locale. L'exposition est disponible et accessible au public jusqu'au 27 juillet prochain. Et voilà, c'est la fin de cette édition du soir. Je vous souhaite un excellent début de week-end et une belle soirée.